Dans la continuité des Journées du patrimoine initiées par la commune de Muron-Saint-Germain sur le thème du protestantisme, le musée a organisé donc un cycle de conférences, un cycle de rendez-vous pour découvrir 3 protestants illustres d'ici. Ce soir, nous recevons Madame Claudine Schnepf, qui va nous livrer un portrait coup de cœur, comme elle aime le dire, au sujet du docteur Jean-Gabriel Gallo. Avant tout, j'aimerais vous présenter rapidement, mais vous présenter tout de même. Donc en 1974, monsieur et madame Schnepf sont venus en Vendée étudier l'art roman. Séduits par la richesse patrimoniale de la Vendée, ils font l'acquisition en 1977 du logis du fief Mignoux, qui est situé sur la commune de Saint-Maurice-des-Noux. Et c'est avec passion qu'ils entreprennent sa restauration. En 1988, ensemble, ils fondent la délégation des maisons paysannes de Vendée. En 1994, Madame Schnepf prend la tête de la délégation vendéenne et continue l'œuvre de son mari. Elle entreprend de très nombreuses actions de sensibilisation à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine vendéen. En 2002, l'association vendéenne pour la qualité de la vie, les maisons paysannes de Vendée, les vieilles maisons françaises et parcs et jardins s'associent pour la sauvegarde de nombreuses tombes à caractère remarquable, menacées en particulier dans le cimetière de Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. Cette action commune a ouvert la voie à la création par les maisons paysannes d'assises funéraires qui se sont déroulées en Vendée durant une quinzaine d'années et à la réalisation de plus d'une centaine d'inventaires de tombes ayant un intérêt patrimonial dans les cimetières vendéens et dans les cimetières ailleurs aussi, j'ai vu en France. Cette action a permis de sensibiliser de nombreux élus en leur faisant prendre conscience du patrimoine insoupçonné que contenait leur cimetière. Maison paysanne de Vendée effectue l'inventaire des calvaires et des croix de chemin de Vendée, dont l'objectif est de créer un circuit patrimonial des plus beaux d'entre eux. Et à ce jour, peut-être que maintenant mon chiffre n'est plus bon, il y aurait 700 monuments qui auraient été répertoriés. Fin 2017, un très bel ouvrage écrit par Madame Schnepf, agrémenté de très nombreuses photos de Pierre Noche, ou Nocher, je ne sais pas, Noche, et préfacé par William Christie, Maison paysanne en Vendée, a été publié par l'éditeur La Geste. Fin 2020, Madame Schnepf publie Un médecin des pauvres, consacré à Jean-Gabriel Gallo, qui habitait au fief Mignoux quelques 200 ans avant vous, né et élevé dans une famille protestante, calviniste, épidémiologiste du XVIIIe siècle, savant, érudit, homme des Lumières, il devient député et est emporté par la tourmente des guerres de Vendée. Je vous laisse le plaisir de nous présenter Jean-Gabriel Gallo. Bien, écoutez, merci Monsieur Bourrasso d'avoir balayé ma carrière associative. Ça me permet de dire en introduction que je ne suis ni historienne, ni conférencière patentée. Gallo, pour moi, ça n'est pas un savoir à infliger, mais un coup de cœur, comme vous l'avez si bien dit, à partager. Un coup de cœur avec le plus grand nombre. Au-delà de ce que j'appellerais le cercle, j'oserais même le mot le ghetto de l'érudition. Et je vous remercie particulièrement d'avoir pensé que mon propos pouvait être en accord avec l'esprit du musée du soir. Alors il est vrai que Gallo n'est pas inopportun à Muiron-en-Parais. Protestant engagé, il a activement collaboré à la rédaction des cahiers de doléances, je vous en parlerai tout à l'heure. Il n'est pas inopportun non plus dans ce haut lieu Clémenceau. Médecin renommé, vous l'avez évoqué, il a été le confrère de Pierre-Paul Clémenceau, le grand-père de Georges, le sous-préfet, disait son petit-fils, ce domestique avec des galons partout, ça doit être à peu près ça la citation.
C'est vrai que Pierre-Paul Clémenceau a été sous-préfet de Montaigu, mais ce n'est pas à ce titre qu'il entre dans notre récit, mais au titre de médecin. Il sera médecin de la Grande Armée de l'Ouest au moment des guerres de Vendée. Il s'installera à Mouchamp. Et à quelques années près, Gallo et Clémenceau auraient pu être condisciples quand Clémenceau entre à la faculté de Montpellier en 1768. Ça fait 2 ans que Gallo s'est installé médecin dans le canton de la Châtaigneraie. Alors ils se retrouveront, tout au moins dans leurs échanges de pratiques, au moment de la grande épidémie de 84-85 que j'évoquerai tout à l'heure. Alors vous comprendrez pourquoi Gallo ne pouvait pas éviter l'invitation de Clémenceau. Alors ma rencontre avec Gallo, elle s'est faite autour d'un coup de cœur, d'un même coup de cœur, à 2 siècles de différence, à 2 siècles de distance, pour ce vieux logis. En 1782, Gallo écrit « J'habite une petite maison particulière à moi, entièrement seule et isolée, à quelques lieues d'une petite villotte où il n'y a rien de relatif aux sciences. » La petite villotte, c'est la Châtaigneraie. La petite maison particulière, c'est le logis de Fief-Mignou. Et note de bas de page, paroisse de Saint-Maurice-des-Loups. Mon aventure avec Gallo commence donc par cette lecture et sa note de bas de page. Je devrais dire ma double aventure, parce qu'en fait, il va y avoir la restauration de ces vieilles pierres, comme l'a évoqué Jean-François Bourassault, que nous achetons en 1974 avec mon mari. Gallo l'a acheté en 1782, parti par pot de vin, parti en viager. Nous, ça a été beaucoup plus banal et plus régulier devant le notaire de la Châtaigneraie. Donc, double aventure, restauration des vieilles pierres et réhabilitation de celui qui a été un des plus illustres propriétaires de Fief-Mignou et qui, au fil de mes lectures, de mes rencontres, deviendra celui que j'appelle le plus attachant de mes ancêtres adoptifs. C'est le départ pour moi d'une quête passionnée et passionnante dans les archives, dans les bibliothèques privées de la Vendée qui s'ouvriront à ma quête. Et c'est le départ d'une kyrielle de belles rencontres. Alors, donc, que j'ai essayé de rassembler, d'évoquer dans le petit livre que j'ai écrit, j'espère n'avoir oublié personne. J'en évoquerai 2. Le professeur Jean-Pierre Péter, qui était professeur à l'école des hautes études sociales à Paris, spécialiste de l'histoire de la médecine des XVIIe et du XVIIIe, et pour les habitants de Buron, le père l'abbé Jean-Marie Dubin, qui m'a beaucoup guidée dans ma recherche sur l'histoire du protestantisme en Bas-Poitou, tandis que j'ai emprunté à Jean-Pierre Péter les connaissances qui m'ont servi pour mon étude des grandes épidémies et des maladies du XVIIIe. J'ai des souvenirs amusés de nos rencontres tous les 3, j'en évoquerai un. Le parcours à travers le bas-bocage à la strate 18e, à la strate Gallo, nous enjambons les clôtures pour aller dans les champs, retrouver les tombes protestantes, souvent englouties dans les broussailles, notamment à Bourneau. Depuis d'ailleurs, la commune de Bourneau a réhabilité le petit cimetière protestant qu'elle fait visiter régulièrement.
Alors, Gallo n'est pas enterré à Bourneau. C'est la famille de son frère, le sieur des Orières, qui habitait Bourneau. Gallo est enterré à La Rochelle. Vous imaginez le professeur Péter, un austère universitaire d'1,90 m. L'abbé Dubas, pour ceux qui l'ont connu, allait 1,55 m, nerveux et volubile, et moi, bien sûr, qui ne perds pas une miette de tout ce que j'entends. Alors, le docteur Gallo, qui est le docteur Gallo? Parce que c'est ça le sujet, je suppose que vous êtes venu pour en savoir un peu plus sur sa personnalité. Qui est-il pour moi? Eh bien, c'est d'abord un humaniste, au sens strict du mot, préoccupé de l'homme, dans la lignée de ces grands médecins contemporains qui se sont mis au soulagement de la souffrance humaine et dont nous avons pu, en cette période de pandémie, voir combien ils étaient préoccupés. C'est une figure emblématique du XVIIIe, c'est un homme des Lumières qui est nourri de l'encyclopédie et qui croit, avec un enthousiasme qui nous semble aujourd'hui un peu dépassé, au début balbutiant de la science. Et ce n'est pas un hasard si FR3, en 1990, alors ça remonte peut-être un peu loin dans nos mémoires, René Alliot lui consacrera un film qui s'intitulera Médecin des Lumières. Deux dates pour que vous le situiez. 1744, naissance aux Aprelles, à Saint-Maurice-au-Girard. 1794, mort à La Rochelle. 50 ans. Une vie courte, mais une vie pleine, à l'activité prodigieuse. Et c'est ce que je vais essayer de faire vibrer ce soir. Il est médecin, il est mémorialiste, il écrit des mémoires, c'est-à-dire des études, et dans le dernier tiers de sa vie, il est homme politique. Il s'est intéressé à tout. Il écrit un ouvrage sur l'ergot du seigle. Il s'est intéressé à l'agronomie. Il s'est intéressé à la géologie. Il va étudier les carrières de la région. Il y a des passages étonnants sur ses observations concernant la pierre de Plochère de Saint-Pierre-du-Chemin. Il s'est intéressé à l'hydrographie. Il rédige un mémoire sur les eaux du Bas-Poitou et leurs vertus curatives. Il est évident que toutes ces études sont faites sous l'angle thérapeutique. Il est en rapport avec les vétérinaires pour les épizooties, c'est-à-dire les épidémies concernant le bétail. Il rédige un mémoire sur la maladie des moutons. Il a une récompense. La Société agricole de Paris lui offre 2 splendides mérinos qui l'embarrassent beaucoup. Il ne sait pas trop quoi en faire. Il les met en pension chez un ami à Rambouillet avant de les rapatrier en Vendée. Et s'il y a parmi vous des éleveurs de moutons, eh bien, ce sont peut-être des descendants des moutons Gallo. Il s'intéresse à l'architecture, il s'intéresse à la philosophie. Il n'y a guère, dit-il, que la poésie à laquelle il se refuse de tâter, se disant trop chétif rimailleur. Alors, quand on parcourt l'histoire de sa vie, on se demande où il a trouvé la force et l'énergie d'être à la fois sur les routes pour soigner ses malades, dans son cabinet pour consigner ses observations et donc dans la dernière partie de sa vie à l'Assemblée nationale comme député pour défendre, je le cite, « le peuple trop malheureux et négligé des cultivateurs, ceux à qui manquent jusque à l'espérance ».
Dans son journal, le cousin d'Anne Girard, qui était venu de La Rochelle soigner une affection du tube digestif auprès du docteur Gallo à Saint-Maurice-Girard, écrit en 1781 « Le médecin Gallo n'a pas un moment de repos depuis notre arrivée. Il a monté à cheval le matin et le soir et a fait au moins 6 lieues. Une lieue, c'est à peu près 4 kilomètres. Et a fait au moins 6 lieues entre les 2 soleils. Beaucoup de malheureux et d'indigents. Le cœur lui saigne de ne pouvoir soulager de toute manière. Et sa vocation, qu'il remplit avec un zèle soutenu, est une vocation qui compte le plus à cette âme sensible. Une vocation qu'il doit peut-être à l'éducation protestante très stricte qu'il a reçue dans sa famille. Alors, sa jeunesse a été bercée par la lecture des versets de la Bible le soir, dans la grande maison des Aprelles, comme dans beaucoup de familles protestantes du moment. Et son âme d'adolescent a été nourrie par les récits des terribles dragonnades que lui faisait sa tante Suzanne, une vieille demoiselle mystique, sœur de son papa, et qui va l'élever après la mort de sa maman, qu'il aura la douleur de perdre à l'âge de 11 ans. C'est cette éducation sans doute qui va faire de lui un homme de devoir. D'abord, cumulant les charges, endossant les causes où il a l'impression qu'il peut être utile, et regrettant que l'égoïsme et les petites prétentions dirigent trop de gens, et que le monde ne change pas beaucoup. On peut dire que sa vie fut une vie d'abord au service des autres. Au service des autres, il va mettre sa fortune, c'est un bourgeois aisé. Au service des autres, il va mettre son savoir, c'est un érudit, c'est un savant reconnu, nous en reparlerons. Et il va mettre sa personne, entendez par là sa santé. À la fin de sa vie, il sera véritablement au centre d'une entreprise de charité qui couvre tout le canton de la Châtaigneraie, on disait alors la subdélégation. On peut penser, enfin, il apparaît quand on lit sa correspondance et ses œuvres, qu'il est entré en médecine comme on entre en religion. Il aurait pu être pasteur, soigner les âmes. Il a choisi d'être médecin pour soulager les corps. Alors il est vrai que la condition protestante d'Ancien Régime laissait peu de choix, on dirait aujourd'hui, de choix de carrière aux protestants. 2 voies leur étaient offertes, la médecine ou les affaires. Il aurait pu choisir les affaires, comme son grand-père, ou comme son père, Noé Mathurin Gallo, qui était fermier général, c'est-à-dire qui collectait les impôts pour le royaume, avec une probité reconnue, puisqu'il jouait le rôle, on dirait aujourd'hui, de médiateur, réglant les conflits, les litiges, notamment entre les gentilshommes du voisinage. Et il a choisi la médecine. Au protestantisme, il doit aussi certainement le côté lettré de sa personne qui va en faire un érudit et un savant. Il ne faut pas oublier que le protestantisme, c'est la religion du livre. Et surtout, il doit ce qui sera la grande qualité de cet homme de terrain toute sa vie, il doit son pragmatisme. Alors l'histoire du moment,
celle de l'entre-deux, entre la révocation de l'édit de Nantes et la réhabilitation de l'édit de Nantes, lui a appris, comme à beaucoup de protestants, à composer entre idéal et réalité. Deux exemples. Il est protestant des deux côtés, par son père et par sa mère, et il sera baptisé. C'est qu'on n'a pas vraiment le choix dans cette France d'après la révocation de l'édit de Nantes. C'est l'exil, ou les galères même, ou c'est la... Je cherche le terme, c'est la conversion. Marié au désert en 1779, c'est-à-dire marié clandestinement, dès que la réhabilitation de l'édit de Nantes en 1787 sera actée, eh bien, il va régulariser son mariage. Ce sont les seuls moyens pour avoir accès à l'état civil. Bref, il a appris à s'adapter très tôt aux faits pour mieux agir sur eux. Et ça va être la grande force de cet homme d'action, notamment dans ce qui va être la grande affaire de sa vie, la misère des campagnes. On aurait peine à se persuader, écrit-il, quelle est la misère de nos campagnes. Il me suffit de dire qu'elle est extrême, qu'elle est incroyable. Et je fais une petite parenthèse, dans l'échelle de Necker, qui classe les généralités, c'est-à-dire les provinces, par ordre de population et de richesse, la province du Poitou occupe le dernier rang. La misère est vraiment extrême. Je fais juste une petite pause. Est-ce que je parle trop fort? Ça vous fatigue? Non, c'est bien. Et on peut dire que cette misère, il décide de la servir quand, en 1766, il choisit le statut obscur et peu lucratif de médecin de campagne. Car au XVIIIe, comme aujourd'hui, c'était déjà un problème. Les médecins s'installaient dans les villes, s'installaient dans les bourgs, là où la clientèle était solvable. Il s'installe dans sa paroisse natale de Saint-Maurice-le-Girard, dans la maison des Aprelles, où il restera jusqu'à l'âge de 35 ans, au moment où il se marie, et il achètera Fief-Mignou pour avoir un petit peu d'intimité et de tranquillité. Et il note un tout petit bourg, 145 feux et 4 charrues. Médecin des pauvres, donc, ce n'est pas un choix par défaut, c'est vraiment un choix délibéré. Alors qu'il est diplômé de la faculté de Montpellier, il a fait l'année supplémentaire qui lui confère le titre de médecin des grands. Et dans un premier temps, il signera ses écrits de son titre officiel qui est médecin du duc d'Orléans. Petite vanité dont il n'est pas dupe et dont il va très vite se guérir, parlant de petite misère de gloriole. Médecin des pauvres, il va parcourir le Bas-Poitou pendant 23 ans, de 1766 à 1789, tous les jours, par tous les temps. Alors il faut imaginer ce jeune médecin enveloppé dans sa grande houppelande de drap bleu à cheval, 2 sacoches rebondies de médicaments qu'il fait venir des meilleurs apothicaires de Paris et qu'il distribue gratuitement. Crotté, écoutons le cousin d'Angirard, crotté, glacé par les pluies d'hiver, couvert de poussière, brûlé par le soleil d'été, qui lui fait la peau d'un nègre. Très vite, sa famille s'alarme pour sa santé. 10 heures de course médicale par jour, il est harassé. Il n'est pas possible qu'il y tienne.
Et en 1787, il a 43 ans, il est marié, il a 3 enfants. Et c'est déjà un homme très fatigué qui se plaint, on voit dans sa correspondance revenir des allusions de plus en plus fréquentes sur son tempérament délabré. C'est que le combat contre la misère, je l'évoquais tout à l'heure, est immense. Il faut lutter sur tous les fronts. Les moyens de communication, qui sont quasiment inexistants, pas de route, des chemins boueux en hiver, poussiéreux en été, pas de pont, qui l'oblige à faire des détours très importants. Et en 88, il écrira un mémoire sur les chemins vicinaux, qui est un état des lieux, des chemins autour de sa paroisse de Saint-Maurice-des-Noux, assorti de suggestions. Par exemple, il dira « À Fleuriot, un petit pont serait indispensable. Pour ceux d'entre vous qui sont déjà passés de Pitzer à Coulonges, par cette petite route qui passe à Saint-Alexandre-Beugnier, il y a maintenant le pont de Fleuriot, il a été construit, il est même classé monument historique. » Il contribue, quand c'est nécessaire, à faire réparer sur ses propres deniers, autour de sa maison de Saint-Maurice-des-Noux, sur une longueur de 600 toises, c'est-à-dire entre 1 km et 1,5 km, les routes défoncées, faisant appel à une population qu'on appellerait aujourd'hui de chômeurs. Il a d'ailleurs, à ce propos, une grande idée d'atelier de charité. Une idée avant la lettre de travaux d'utilité publique pour essayer de résorber la mendicité. Cet exemple parmi d'autres pour souligner l'efficacité de Gallo. Une efficacité en 3 temps, toujours, ça revient dans tous ses engagements. Il dénonce, il ne se contente pas de s'indigner, il dénonce, il propose et il agit. Donc manque de moyens de communication, manque d'hygiène. Là aussi, il a des idées d'avant-garde. 2 siècles avant la DAS, il préconise la répression des fumiers contaminants. Vous imaginez, au fin fond des campagnes vendéennes, c'est pas entendu. Il tente d'éveiller au problème de la contagion au moment des épidémies, on en reparlera tout à l'heure. Il essaie de faire passer l'idée que quand quelqu'un, on disait, est attaqué dans une famille, dans une métairie, il faut ouvrir les fenêtres, aérer, changer le linge, laver les sols au vinaigre, isoler le malade, alors que les habitudes du moment sont complètement inverses. Quand on a un malade dans une ferme, dans une famille, parce qu'on est dans la grande ruralité là, on ferme les fenêtres, on allume les chandelles, on se rassemble autour du lit du malade, qu'on entasse sous des épaisseurs de couette, si bien qu'il se trouve confronté à la difficulté qu'on a vue, quelle était celle de nos médecins pendant la pandémie, comment contraindre sans paniquer. Lutte contre la malnutrition. Alors il va se faire le propagateur de la pomme de terre. Ce tubercule qui vient d'arriver des Amériques, là, ce tubercule du diable, les premières pommes de terre avaient la chair violette, alors, parce que c'est pour ça qu'on l'appelait tubercule du diable, contre lequel les curés prêchaient en chair, invitant leurs ouailles à aller déterrer la nuit ce qu'on avait planté le jour. Il installera dans sa maison des Aprelles un petit atelier d'amidon patatier. C'est ainsi que je l'ai nommé, dit-il. Et il distribuera, en période de dysenterie,
aux nourrices cet amidon patatier pour essayer de juguler ces terribles épidémies. Il note qu'en 79, dans son canton de la Châtaigneraie, 1000 personnes en sont mortes. Combat, et c'est pas le moindre, contre les préjugés de son époque. Alors les préjugés de ces malades, les paysans de l'Ouest superstitieux, qui croient très peu dans l'origine physique de leurs maux, qui pensent qu'on leur a jeté des sorts et qui vont d'abord consulter les rebouteux, les empiriques, les médicastres, contre lesquels Gallo va s'emballer. C'est le seul moment où ce pacifiste se met en colère. Il a des mots terribles. Il faudrait expulser les charlatans, interdire la vente des drogues à toute autre personne qu'aux apothicaires. Drogue qui n'était pas beaucoup moins efficace que les médicaments, je mets le mot entre guillemets, du moment. Elles étaient parfois un peu plus dangereuses quand elles contenaient de l'arsenic, c'est vrai. Elles étaient surtout plus pittoresques. L'abbé Dubin mentionne dans ses notes sur Mouilleron un médicastre, un empirique réputé de Mouilleron, Charles Maillot, qui en cas de chaud et froid proposait d'avaler du crottin de cheval bouilli dans 3 litres de vin blanc. Si ça ne vous faisait pas de mal, ça pouvait faire du bien. Il lutte contre les préjugés de l'Église. L'Église qui enferme les études médicales dans une scolastique, dans une dogmatique, en interdisant la dissection. Il passera outre. Étudiant, il a déjà un esprit très ouvert. Il s'inscrira au Jardin des Plantes, au cours d'anatomie d'Antoine Petit, et il fera des ouvertures de cadavres. Une petite parenthèse, Montpellier, qui avait hérité de cette médecine arabe très en avance, pratiquait elle aussi les ouvertures de cadavres. Lutte contre les préjugés de ses confrères qui rechignent, vous voyez, c'est pas nouveau, à l'inoculation, c'est-à-dire à la vaccination. Gallo va être un des rares à y croire, avec Louis XVI et ses 2 frères qui se font vacciner contre la variole. Et pourtant, nous disent les historiens, ça marchait, puisqu'on livrait depuis Louis XV des femmes garanties contre la variole au harem d'Orient. Aux prises enfin, et ça n'est pas le moindre, avec les moyens dérisoires, les moyens médicaux dérisoires du moment. On est dans la 2e partie du XVIIIe, mais c'est encore une médecine du XVIIe à la Molière, médecine de la vidange, vomitif, laxatif, saignée. Alors la saignée, contre laquelle Gallo, il a 2 moments qui le font sortir un peu de lui-même, c'est les charlatans et la saignée. Il s'emballe et dit qu'elle fait mourir beaucoup plus de gens qu'elle n'en sauve, et c'est assez facile à comprendre. Prélever du sang sur des organismes affaiblis par la malnutrition, par le manque d'hygiène et par une fatigue physique extrême, c'était en général le coup de grâce. Elle doit rester, dit-il, le remède ultime. Médecine du XVIIe, donc à la panoplie bien démunie. Quand on parcourt les textes et qu'on voit la liste des curations qu'on disait de l'époque, tisane pectorale, plantes émollientes, bol camphré, on se dit que ça relève plus du poème surréaliste que de l'ordonnance. Et pourtant, ces médecins du XVIIIe sont prêts pour poser les jalons d'une médecine clinicienne moderne basée sur l'observation. Et Gallo est dans cette avant-garde médicale.
observer, enquêter, interpréter pour comprendre. Comprendre surtout les mécanismes des grandes épidémies qui ravagent l'Europe et le Royaume, à peu près par vague tous les 6 ans, faisant mourir 20% de la population. Alors c'est la variole, c'est la rougeole, c'est la scarlatine, le croup, et devant lesquels les médecins du moment sont complètement démunis. Ils ne comprennent pas la contagion et, du même coup, l'immunité. Alors, sur une idée de Turgot, c'est le ministre des Finances qui a cette idée, parce que lui, il a compris par contre qu'une France malade, c'est une France pauvre, les impôts ne rentrent plus. Avec le grand médecin Vicq d'Azir, qui est le médecin de la reine Marie-Antoinette, qui est un confrère qui a fait ses études avec Gallo, ils resteront en échange amical pendant toute la vie de Gallo. On va créer un réseau de médecins des épidémies sur la base du volontariat. Ils seront appointés par les intendants de province, ils recevront des fiches d'enquête et ils vont essayer de dresser un état sanitaire de la France. C'est une très belle idée, c'est un grand rêve de statistique, mais qui, évidemment, pour aboutir, aurait eu besoin d'ordinateurs. Des centaines de fiches vont arriver à la Société royale de médecine à Paris et vont rester inutilisées. Il reste que les historiens d'aujourd'hui ont là une matière très intéressante pour étudier la société du moment. Donc Gallo va intégrer ce corps d'élite. Ce médecin des pauvres va devenir un grand spécialiste, alors je mets quand même les mots entre guillemets, un grand spécialiste de la médecine infectieuse débutante. Médecin des épidémies, il sera un parmi d'autres, mais il sera le plus zélé, le plus minutieux, et c'est pas moi qui le dis, c'est le révérend père Cotte, qui était à la Société royale de médecine, chargé de faire le truchement entre les médecins des épidémies et la Société royale. On va leur demander de tenter d'établir des rapports entre la nutrition et la maladie, pour voir s'il y a des liens, entre le comportement et la maladie. Et là, Gallo va faire des observations étonnantes qu'on dirait psychosomatiques aujourd'hui. Il va remarquer que l'ivrognerie et la crainte jouent comme des catalyseurs. Il écrira, à propos de la grande épidémie de la châtaigneraie de 84-85, que les premiers touchés étaient ceux qui avaient peur. On dirait aujourd'hui que le stress fait chuter les immunités. Il avait observé ça. Ils vont essayer d'établir des relations entre la maladie, l'éclosion des épidémies et le climat. Les médecins du XVIIIe sont très très préoccupés par ce qu'on appelle aujourd'hui la météorologie, qu'ils appelaient la constitution atmosphérique. Et ils pensaient que ça conditionnait en grande partie l'éclosion des maladies épidémiques. C'est le moment, vous savez, des thermomètres, des baromètres, enfin Réaumur et Vendéen, voilà. Alors, fidèle à lui-même, il va installer une petite station météorologique à son logis. Il fera tous les jours un relevé des températures, un relevé des pressions, un relevé des vents. Enverra un rapport mensuel à Paris, assorti souvent d'observations très pittoresques. En 1976, il y a eu un froid très intense en janvier, et il notera que dans les caves, le vin brisait les bouteilles. Ça en dit, pense-t-il, autant que les relevés de température qu'il a envoyés. Son rapport le plus fameux
Celui qui aura la médaille d'or de l'Académie royale de médecine, ce sont ces observations sur la grande épidémie de 84-85 qui va ravager le Bas-Poitou et pour laquelle Gallo fera les observations sur le canton de la Châtaigneraie. Il étudie 28 pages. Il étudie la marche de l'épidémie à travers 43 paroisses. Il essaye d'en classer les symptômes et d'en faire naître quelques causes, je viens de l'évoquer à l'instant. Le tout assorti d'échanges avec ses confrères de Mouchamp, Pierre-Paul Clémenceau, de Poitiers, des Sables, parce qu'il pense déjà, il est toujours en avance d'un point, si vous voulez, qu'il faut travailler en réseau. Il faut échanger ces informations. Il écrira d'ailleurs un mémoire sur la réforme des études médicales, l'art de guérir, qui sera lu à l'Académie royale de médecine. Je dis académie, c'était société, mais c'est devenu l'Académie royale de médecine, où il préconise, entre autres, c'est pour vous montrer comment il était en avance sur son temps, la nécessaire répartition géographique des médecins. Vous voyez, on n'y est pas encore. Et il a une idée de création d'hospices ruraux, qui seraient des espèces de... Enfin, je force un peu le trait, mais qui seraient des espèces de CHU avant la lettre, qui seraient des centres d'observation de la maladie pour les médecins, et en même temps des centres de soins gratuits pour les indigents, parce que sa préoccupation, c'est celle-là, la misère. Il écrit « Les malheureux ont besoin d'être traités et soulagés gratuitement dans leur maladie ordinaire. » Cette intarissable générosité lui donne et la force d'agir et la force d'écrire. Il est pris d'une véritable fièvre épistolaire, un rapport par mois à la Société royale de médecine, 60 à 80 lettres aux intendants, aux ministres, pour dénoncer, demander, proposer. On lui répond ou on ne lui répond pas. Il relance, il ne capitule jamais. Des communications liées à ces observations publiées dans les revues médicales, dans les affiches du Bas-Poitou, et une soixantaine de mémoires. Avec une kyrielle de prix et de distinctions. Donc, la médaille d'or, je viens d'en parler. Il aura un deuxième prix pour son tableau chronique sur les maladies des bestiaux. Il aura une mention honorable pour son mémoire sur les eaux de Saint-Laurent. Il aura un jeton d'or pour un essai sur la topographie médicale du Poitou. Et, distinction rarissime, il va être élevé au rang rénicole, de médecin rénicole, c'est-à-dire de médecin du royaume. Il y a 60 médecins retenus, un seul en Poitou, et c'est Jean-Gabriel Gallo. Ce médecin des pauvres est admiré, écouté et un érudit reconnu. Mais à quel prix? Je l'ai évoqué tout à l'heure. En 1787, il écrit « Tous les jours à cheval », un journal clinique et météorologique à tenir, quelques rédactions, quelques lectures, tout cela joint à une correspondance de 60 à 80 lettres par mois, ne me permettent de connaître aucune espèce de délassement. Aussi, je ne me livre à aucun. Je me répète, mais il a 43 ans, il est marié depuis 8 ans, père de 3 enfants, et c'est déjà un homme usé. Quand, en 1789, va s'ajouter la charge politique.
Alors il a déjà tâté de la chose publique. Il a rédigé, il a collaboré activement au cahier de doléances, je vous l'ai dit. Il a été représentant du tiers-État à l'élection de Fontenay. Et en 89, il va être élu député, représentant du tiers-État pour le Bas-Poitou aux États généraux pour l'Assemblée constituante. Je me permets d'ouvrir ici une parenthèse parce que après diffusion de mon petit livre, j'ai eu des coups de téléphone en me disant « mais enfin, il a voté la mort du roi ». Je rappelle qu'un mort du roi, il a été voté par la Convention, la 3e Assemblée. Il siège à la Constituante, je ferme ma parenthèse. Il note qu'il a été malade et qu'on en a profité pour le nommer député. Le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'il ne court pas après les honneurs. Et c'est ainsi que ce méditatif paisible, qui ne rêve que vie studieuse, que vie familiale, va entrer dans la tourmente politique. Alors, d'abord comme député à l'Assemblée constituante, 2 ans à Paris. C'est long. Il s'ennuie. Et nous savons tout ça grâce à la correspondance émouvante qu'il va entretenir avec son épouse Betsy, 1 lettre par jour, parfois même il écrit le matin, puis il écrit de nouveau le soir. Lettre toute empreinte souvent de la nostalgie de son petit pays. Il dit s'être promené dans les jardins de Versailles et que ça ressemble beaucoup au bois de Vouvant. Ce n'était pas la peine d'aller si loin. De la nostalgie de son petit fief Mignou. Si tu as pu aller voir notre fief Mignou cette semaine, dis-moi des nouvelles, il me tarde d'y être avec toi et mes enfants. Je me trouverai mieux là qu'à Versailles, dont toutes les beautés ne valent pas pour moi mon jardin, mon canal et ma prairie. Alors du côté de Betsy, on voit dans les lettres poindre ses craintes pour la santé de son mari. On se met à sa place. Pour sa sécurité, parce que la tourmente parisienne se lève. Voire pour sa fidélité. En bon époux, elle aurait bien aimé le rejoindre à Paris, mais c'est compliqué. En bon époux, il la rassure dans ses lettres et précise qu'au cours d'un dîner, s'il a été placé à la droite de la maîtresse de maison, c'est que la dame du logis avait l'air honnête et en très mauvaise santé. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. C'est ainsi, et c'est vraiment un moment d'étonnement et un peu de fraîcheur quand on lit sa correspondance, que pour la première fois, notre cher docteur va rompre avec sa vie de travail austère. Il va au théâtre, il va à la promenade, il prend le café presque tous les jours chez le Necker. Et ma foi, c'est pas déplaisant, même s'il s'en défend un peu. Il est bon spectateur de la cour, du rituel de la cour. Il dit avoir été au grand couvert, qu'il était mal placé, a peu vu mais entendu quand même un peu de musique. Bref, en provincial, il est un peu ébloui par la vie parisienne et puis ça lui fait du bien. Ce qui est étonnant, c'est que 18 ans de misère côtoyée quotidiennement, eh bien finalement n'a pas entamé sa fraîcheur d'âme. Et sa curiosité de vie, j'ai envie de dire, il est curieux de tout, ni même son goût de la vie. Hélas, ça sera de courte durée. Il est arrivé en avril 89 et en juin, eh bien, la révolution se lève. Le 19 août 89, il écrira « Je viens d'assister à la révolution ». Il entre dans la grande histoire. Les fils de son histoire personnelle
vont se tisser maintenant avec l'histoire nationale. Et il va être un témoin de premier plan et un député de premier rang, tenant à son poste. Ce sont ses thèmes. Dans la journée, écrit-il, séance à l'Assemblée. Je suis exact aux séances, quoiqu'elles soient longues et ennuyeuses, j'y suis fait. Le soir, rédaction de son journal, lettre à Betsy, plus les visites. Il est venu avec un agenda de 100 noms, des médecins, des savants, des hommes politiques, et il compte bien, honorer cet agenda. Bref, à Paris comme en province, il est fidèle à lui-même, il ne cherche pas l'éclat, mais l'efficacité. J'ose dire que je suis plus estimé à l'Assemblée nationale, dit-il, comme opinant ferme et judicieux, qu'une foule de bêtes bavards, d'ailleurs peu écoutées. Il est venu pour mener à bien deux projets, la réhabilitation de ses corélégionnaires protestants et le soulagement de la misère du peuple. Et au poste auquel on va le nommer, secrétaire général du comité de salubrité publique, il va, pendant un an, multiplier les propositions pour faire avancer ses idées. Alors, l'inoculation, les hospices ruraux et l'hygiène, canalisation des eaux, surveillance des pluies. Un an de travail assidu et un échec cuisant. Le comité de mendicité l'emporte sur le comité de salubrité publique, traduisez priorité à l'assistanat. Et puis, surtout, des idées en avance, là encore, des idées d'avant-garde qui ne peuvent pas être entendues et encore moins suivies. Et à ce moment, je voudrais faire un tout petit arrêt sur les idées sociales et médicales de Gallo, où j'ai essayé de vous montrer qu'il était vraiment en avance, progressiste. Et quand même le député, il est à l'Assemblée nationale, c'est une charge politique. Et là, c'est un homme, il est resté, je dirais entre guillemets, conservateur, c'est un homme d'ordre. Les êtres sont complexes, la complexité de Gallo s'articule là. C'est un homme d'ordre, deux exemples pour le souligner, deux adresses, on dirait aujourd'hui des lettres ouvertes, qu'il envoie en 1790 dans son petit pays de la Châtaigneraie, au moment où il y a une turbulence populaire autour des affaires de grains. Par le truchement de son père, première adresse aux habitants de la Châtaigneraie, au nom de la patrie, au nom de la loi, au nom du roi, je vous conjure de rentrer dans l'ordre et dans le calme dont vous avez donné l'exemple jusqu'ici, et il sera entendu. Seconde lettre envoyée au peuple par le truchement de son père, rassurez le peuple, donnez-lui la plus grande confiance dans les institutions du roi. Alors certes, il est républicain, mais pas au sens révolutionnaire de la terreur et de la Convention qui votera la mort du roi. En fait, c'est un partisan de la monarchie constitutionnelle. On ne peut pas développer, ce qui montre toujours que ce personnage est en avance sur son temps. Mais vous le savez, modéré et sincère en politique, ça ne pardonne jamais. S'il a échappé à la tourmente révolutionnaire, il va être emporté par la tourmente des guerres de Vendée. J'ai encore un peu de temps, monsieur Bourassa? Mais bien entendu. Nous frisons l'heure pour vous donner une idée. J'ai dépassé un tout petit peu, mais j'ai presque fini. Pas de problème. À peine rentrée, donc la constituante a terminé
son mandat. Il rentre en Vendée en 1791. Il ne rêve que vie familiale et studieuse dans son fief mignou. Et là, pan, on le nomme administrateur de la Vendée. Même chose, dit-il, j'étais malade, on en a profité pour me nommer administrateur. Et à ce poste, il va assister, impuissant, à la montée d'une violence qu'il ne comprend pas. Le phénomène de la violence est tellement antagoniste à sa personnalité qu'il ne réalise pas ce fonctionnement. Il va être pris entre deux feux. Pour les Vendéens révoltés, puis du médecin dévoué qui les a soignés, il n'est plus qu'un protestant républicain. Et pour l'administration révolutionnaire, il est forcément un sans-culotte, un traître, puisqu'il n'a pas pu mater l'insurrection dans son secteur. On peut dire que le compte à rebours de son existence va commencer par le chagrin le plus terrible et le plus tragique. En 1792, mort de son fils aîné de 12 ans, un petit Mozart de la pensée, on dirait aujourd'hui un surdoué, qui entretenait une correspondance avec les savants parisiens, amis de son papa, qui traduisait du grec l'évangile de Jean. Le coup est terrible pour Gallo. Pour la première fois, on voit cet homme vaciller. On voit le combattant pour la vie abandonné, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. La brèche est ouverte et le citoyen, incompris, va écrire à ses amis, aux intendants, pour qu'ils témoignent qu'il est de bonne foi, qu'il témoigne de sa bonne conduite, notamment Mercier du Rocher, qui était un grand ami. Personne ne répond. Et on le voit perdre progressivement pied, perdre confiance en lui, et c'est déchirant. Enfin, moi qui ai fait le parcours, ce que je vous conte ce soir, c'est à travers les écrits de Gallo. Et quand j'arrivais à ce moment de sa vie, je me disais, il faut y aller maintenant, tant pis. Mais je savais que c'était le moment de la souffrance, parce que on le capte dans l'épaisseur de ses correspondances. Alors avec les siens, il va quitter sa maison, il va quitter la Vendée pour La Rochelle. Est-ce que c'est une démission de sa part? Est-ce que c'est une épuration de la part, de l'administration? Je vous lis l'arrêté qui marque ce que j'appelle, moi, le basculement d'une vie en un destin. Considérant qu'il importe pour l'affermissement de la République de ne conserver dans les autorités constituées que des hommes et des femmes énergiques, d'une conduite irréprochable, d'une activité à toute épreuve, moi, un grand représentant du peuple, alors en mission dans l'Ouest, je porte à exécution l'arrêté de réquisition de Gallo et son remplacement par le citoyen Bourreau. Et comme il faut bien boire la coupe jusqu'à la lie, ce médecin, au titre prestigieux, ce savant de renommée internationale, il était en communication avec un nombre incroyable de sociétés savantes à travers le monde, va être nommé non pas à la tête d'un service, mais, je le cite, ambulant d'hôpital en hôpital, noviciat un peu dur après 27 ans de pratique.
lettre de fin janvier 1794. Il meurt le 4 juin 1794. Il a contracté une typhoïde au chevet d'un malade. En fait, il a abandonné la partie. Il meurt avec la conscience d'avoir échoué. C'est vraiment la mort tragique d'un homme d'avenir qui aura vu basculer son univers, mais n'aura pas vu aboutir ses idées. Il meurt en homme écartelé. C'est un homme de son temps, on est toujours de notre temps, un homme du 18e, et c'est pourtant un homme étonnamment moderne. On dirait aujourd'hui que c'était un intellectuel engagé, que c'était un humanitaire avant l'heure. Bref, il est notre contemporain. Ce protestant qui s'installe dans un Bas-Poitou catholique. Ce médecin des grands qui se met au service des pauvres. Cet homme d'action qui est aussi un homme de réflexion et d'imagination. Et cet homme de terrain qui est un homme d'étude. Finalement, c'est un personnage très complexe et celui qui en a trouvé la clé semble bien être le cousin d'Henri Gérard quand il disait « âme sensible ». J'ai envie de dire que c'est un homme de devoir parce que c'était d'abord un homme de cœur. Et si vous me permettez, c'est la conclusion. C'est à l'homme de cœur que je voudrais laisser le dernier mot. Dans son testament de 1777, il avait chargé son frère Noé Pierre, le sœur de trésorière de Bourneau, de distribuer tous les ans, le jour anniversaire de sa mort, 2 charges de pain de seigle aux pauvres de la paroisse de Saint-Maurice, d'y ajouter une somme de 40 livres employés à habiller les indigents. Je voudrais que cela fût une fondation à perpétuité affectée sur la maison des Aprelles. Alors, je n'appelle pas à ce qu'on réactive la fondation, mais qu'on redonne sa place à Jean-Gabriel Gallo dans la galerie des grands Vendéens.